Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée soviétique et nous allons parler de la doctrine militaire. Donc, la stratégie et les tactiques militaires soviétiques ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale. La doctrine grâce à laquelle l'Allemagne nazie a été vaincue est toujours de mise dans la Russie d'aujourd'hui et les soviétiques ont enseigné cette même doctrine à leurs alliés, que ce soit ceux du pacte de Varsovie comme ceux du tiers-monde. Cette doctrine a parfois bien fonctionné et parfois un peu mal. Elle a été revue et corrigée à la lumière de la guerre en Afghanistan. En 1941, l'URSS était sur la défensive et laissa l'Allemagne appliquer ses plans d'invasion. En cette première année de guerre, leur année de pré-guerre tout entière fut détruite. Ce ne fut que lorsque les Russes arrêtèrent enfin les Allemands et contre-attaquèrent qu'ils furent en mesure de gagner. Et dans la guerre motorisée, les Russes ne reconnaissent aucune défense réussie. Leur expérience leur a enseigné que seule l'attaque mène à la victoire. De plus, si vous devez vous défendre, ne le faites jamais sur votre propre sol. Vos compatriotes vont souffrir. Entre 41 et 45, un Russe sur 8 mourut. Ce fut la nation qui a connu le plus de nombre de morts et le nombre de morts le plus élevé dans toute l'histoire de la guerre. Le système militaire soviétique mettait davantage l'accent sur la quantité que sur la qualité. Contrairement à l'armée volontaire américaine, la Russie a une conscription militaire générale. Il est demandé à tout jeune homme de faire 2 ans de service militaire actif sauf à part 3 ans de service dans la marine. Le nombre de conscrits qui rempilent après cette période est très faible. Les conscrits hors ligne sont rapidement promus caporal ou sergent pendant leur seconde année. Les officiers sont des engagés ayant fréquenté des écoles militaires ont suivi des études équivalentes. Beaucoup choisissent d'en faire leur carrière. Il en résulte que les officiers soviétiques sont expérimentés, mais on trouve en dessous du lieutenant un conscrit à court terme avec des connaissances et une aptitude et un sérieux discutable. L'armée soviétique n'a pas d'équivalent pour les sergents très expérimentés qui ont fait la cohésion de la plupart des armées occidentales. L'équipement militaire soviétique comporte souvent des concepts innovants, mais il est fréquemment défectueux pour les petits détails qui entravent l'utilisation quotidienne. Les chars ont des canons à âme lisse, totalement stabilisés, mais pendant des décennies, les mécanismes de chargement ont empêché un traçage continuel des cibles. Par ailleurs, au cours des siècles, les Russes ont acquis une réputation bien méritée de coriacité flegmatique en situation de guerre. Leur armée a enduré toutes sortes d'épreuves, ont subi des pertes terrifiantes, mais elles tenaient bon et continuaient à se battre, et ce jusqu'au dernier homme s'il le fallait. Les Français de Napoléon, les Allemands d'Hitler furent étonnés par la velléité des Russes à résister et à mourir pour leur mère patrie. Cependant, ils notèrent aussi que les Russes devaient être bien organisés avant de pouvoir monter une offensive, mais une fois que l'offensive était lancée, il était difficile de les arrêter. Le système militaire soviétique considère les affaires militaires comme une véritable science. Depuis la conception de l'équipement jusqu'aux tactiques du champ de bataille à la logistique de l'arrière, tout est basé sur des principes et des axiomes. Des équations mathématiques sont utilisées pour démontrer le bien fondé de ces principes et déterminer le juste déroulement de l'action. La doctrine militaire est créée scientifiquement. Des officiers de niveau inférieur doivent suivre les théories établies par des savants de haute volée qui savent très bien ce qu'ils font. Ils croient fermement au combat par les livres. Il en résulte que les forces soviétiques sont comme une machine fiable. Les officiers supérieurs savent ce qu'il faut en attendre et sont encouragés à se rendre fréquemment sur le front pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Une obéissance inconditionnelle aux ordres peut en coûter aux unités individuelles, mais l'armée tout entière peut manœuvrer avec une vitesse et une sûreté qui surprennent leur adversaire. Naturellement, la faiblesse de cette approche est qu'en matière de tactique, elle leur donne un air de robot, voulant sacrifier des troupes et des équipements sans raison valable contre un adversaire habile. Ils subissent continuellement des sérieuses pertes, ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les Allemands découvrirent qu'aucune finasserie tactique ne compenserait des énormes pertes subies et qu'à chaque fois qu'un pilonnage russe anéantissait une partie de leur ligne. Dans l'offensive, l'armée soviétique utilise un système de vagues pour gagner les batailles. À chaque niveau des armées au bataillon, les troupes sont divisées en vagues de commandement et en vagues suiveuses. La première vague charge l'ennemi, tout canon en action. Si la défense est faible, elle
Elle l'écrase et continue d'avancer. Si la défense est forte, la première vague subit de lourdes pertes, mais en inflige aussi le maximum à l'ennemi. La vague suivante arrive alors et écrase les ennemis survivants, et les attaques sont accompagnées de tirs d'artillerie rapides et massifs, du support aérien et d'hélicoptères. La coordination entre les armées est jugée vitale. La clé de cette technique est une application massive à grande échelle au niveau de la tactique individuelle. Les véhicules avancent, souvent comme une formation de parade au sol. Les décisions de déborder l'ennemi sont prises à des niveaux supérieurs de commandement et communiquées aux inférieurs. Il n'est pas exigé des officiers et sergents subalternes de faire ce genre de choix. En conséquence, un adversaire subtil pourrait faire un détour, infliger de lourdes pertes et se retirer. Cependant, l'attaque se poursuivait jusqu'à la première vague soit épuisée. La seconde prendra alors la relève. L'armée soviétique est délibérément organisée pour continuer le combat malgré les pertes. Les réparations, maintenance et autres services sont laissés loin à l'arrière et sont très centralisés. Les unités de combat continuent à se battre jusqu'à qu'elles soient virtuellement balayées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles sont renvoyées pour être réorganisées. Les bataillons, régiments et divisions individuelles ne s'encombrent pas d'éléments de support. L'armée cherche à combler cette lacune en se déplaçant rapidement. Les soviétiques évitent normalement les zones urbaines pour leur offensive. La Seconde Guerre mondiale leur a enseigné que les villes sont extrêmement difficiles à prendre si elles sont défendues par un adversaire déterminé. Leurs attaques auront lieu probablement autour des villes au lieu de les traverser. Le manque de sous-officiers supérieurs selon le type occidental signifie que les unités soviétiques de niveau inférieur s'en remettent à leurs officiers. Une section se déplace presque toujours en bloc comme une simple unité. Le commandant de compagnie se joigne à une section, souvent celle de tête. Les unités blindées sont entraînées à se déplacer continuellement. L'infanterie reste à bord des BMP, des véhicules de transport de troupes, et des BTR, autant que possible. Les formations en ligne et en coin sont les favorites sur le champ de bataille. L'armée soviétique consacre peu de temps à l'entraînement défensif, environ 20% du temps en général. L'armée défend toujours en profondeur avec plus de la moitié de ses forces en seconde ligne ou en réserve, prête à une contre-attaque. Les troupes de première ligne sont censées se battre et rester là où elles été déployées. Ceci permet au commandant d'avoir une estimation de l'attaque et d'envoyer les forces arrière appropriées pour disperser l'attaque. À une plus petite échelle, les sections soviétiques se groupent et créent des bastions défensifs, généralement sur des promontoires ou dans des agglomérations urbaines là où le terrain le permet. Les sections sont déployées dans un rayon de 300 à 500 mètres. Ces distances sont cependant adéquates compte tenu de la portée des missiles anti-chars, des mitrailleuses et des canons lourds. Les sections individuelles sont censées rester sur place. On n'attend pas d'elles qu'elles contre-attaquent ou manœuvrent contre les attaquants. En fait, tout mouvement requiert l'approbation du quartier général et il est peu probable qu'il se poursuive rapidement. Tout récemment encore, il fait rare de voir l'artillerie et l'aviation soviétique soutenir les opérations défensives. Elles étaient réservées aux attaques. De plus, le temps de riposte était long et la coordination difficile. Cependant, avec l'utilisation courante d'ordinateurs et d'une multitude d'équipements radio, l'armée soviétique est en train de changer au cours des dernières années de la guerre d'Afghanistan. L'armée fit preuve de rapidité et d'habileté en utilisant les armes de soutien. La guerre en Afghanistan de 80 à 88 fut un modèle classique de confrontation entre une armée moderne et des insurgés, utilisant principalement des armes d'infanterie légères. Les 2 premières années se sont révélées coûteuses et peu concluantes. L'armée soviétique essaya d'appliquer une doctrine conventionnelle de guerre pour réprimer une insurrection. Cependant, en 82, elle opéra avec de nouvelles tactiques, adaptées au terrain et à la nature de l'ennemi. De plus, les opérations militaires visaient des cibles politiques et économiques, comprenant des bombardements et de poses de mines destinées à détruire l'infrastructure agricole qui soutenait la guérilla. Entre-temps, les soviétiques lancèrent des programmes de reconstruction et de formation d'une armée afghane. Ceci leur permet en fin de compte de retirer leur armée, bien que la guerre se poursuive sous la forme de la guerre civile afghane. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine, nous allons continuer sur l'armée soviétique en parlant de l'organisation de celle-ci. Je vous invite à vous abonner. De nouvelles vidéos sont en cours de réflexion. Parce que oui, j'ai plein d'idées, notamment sur une série sur Monaco, une série sur... je vais continuer celle des guerres en Yougoslavie. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire plein de choses. Je
j'ai continué la série Les armées du monde. La prochaine sera sur l'armée nord-coréenne et l'armée sud-coréenne. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Abonnez-vous aussi aux autres chaînes que constitue notre groupe de chaînes. Abonnez-vous, oui, mettez des likes, commentez évidemment, et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle émission.